Bienvenue au Collège de Maisonneuve. Mon nom est Marc Séguin, je suis professeur de physique. Et puis, je vais vous donner une conférence d'accueil. Alors, mon but aujourd'hui, c'est de vous donner une vue d'ensemble de l'univers dans l'espace et dans le temps. En partant, on va commencer par l'espace, en partant de l'échelle la plus petite dont on connaît des choses à cette échelle-là, 10 à la moins 15 mètres, et jusqu'à 10 à la 27 mètres, qui est l'échelle la plus grande où on était capable d'observer l'univers. Alors, 10 à la 0, c'est 1. Donc, la ligne ici, 0, représente 1 mètre. 1 mètre, c'est l'échelle de la vie de tous les jours. On va commencer par... c'est comme si c'était une tour, finalement, l'univers observable. Et on va commencer dans les sous-sols. On va commencer au 15e sous-sol, 10 à la moins 15 mètres. Puis on va monter ensuite au-dessus du niveau du sol, qui est notre échelle de la vie de tous les jours, jusqu'aux confins de l'univers observable. 10 à la moins 15 mètres, c'est pas beaucoup, pas besoin de vous le dire. Vous ne pouvez pas observer ça d'aucune manière, même avec les meilleurs microscopes électroniques. On se rend au 10e sous-sol. Là, on est au 15e sous-sol. Donc, on parle de 100 000 fois plus petit. On peut même se demander, mais là, je vais vous parler des protons et des neutrons. On peut se demander, mais comment on sait que ça existe si on peut pas, s'il n'y a rien qui nous permet de voir à cette échelle-là? Mais ce n'est pas évident. On déduit leur existence en faisant des expériences, en bombardant la matière avec des particules qui elles-mêmes sont invisibles, et les détecteurs nous donnent des signaux. Donc, en fait, à peu près à chaque étage, sauf peut-être les étages proches de la vie de tous les jours, il faut toujours garder en tête les prouesses technologiques que les êtres humains ont fait, les prouesses à la fois technologiques, mais aussi conceptuelles, pour explorer ces choses-là. Il y a aussi la question, si on ne voit pas ça au microscope, même le microscope électronique, comment se le représenter visuellement? Vous avez peut-être déjà vu les protons et les neutrons comme des petites boules. Des fois, les neutrons sont gris, les protons sont rouges. Mais évidemment, la couleur n'a aucun sens à cette échelle-là. La couleur est produite par la réflexion de la lumière sur les objets, puis ensuite, ça rentre dans notre œil, puis notre œil interprète les différentes longueurs d'onde comme des couleurs. Mais comment il peut avoir de couleurs? La lumière est tellement plus grosse, la longueur d'onde de la lumière est tellement plus grosse comparée aux protons et aux neutrons que, de toute façon, il n'y a aucun sens. Donc, j'ai décidé de les dessiner en noir et blanc, faire un petit peu différent que d'habitude. Puis, si vous remarquez, bon, j'ai des pointillés qui sont une sorte d'abstraction, qui représentent finalement la taille de ces objets-là. Et c'est aussi un peu flou. C'est normal, parce que au niveau des particules élémentaires dont est faite la matière, ce n'est pas des petites billes. Ça, on est sûr de ça. C'est quelque chose de plus subtil, comme des nuages de probabilité de présence. Il y a une théorie qui s'appelle la mécanique quantique qui décrit ça. Et donc, les protons et les neutrons qui forment les noyaux à l'intérieur des atomes sont des particules quantiques. Et c'est incroyable de penser que déjà qu'au 15e sous-sol, on ne voit rien. On a été capable de déduire la manière qu'on détecte les protons et les neutrons quand ils interagissent entre eux, puis la manière dont on peut créer des versions excitées de ces particules-là, instables, qui se désintègrent. On a été capable de concevoir que ces particules-là sont faites de 3 particules plus petites, enfin, d'un trio de particules plus petites qu'on appelle des quarks, qui existent en 2 saveurs, up et down, et qui fait qu'un proton, c'est 2 up et 1 down, et un neutron, c'est 1 up et 2 down. Donc, finalement, on est vraiment là, à ce niveau-là, à l'échelle FM, ça veut dire dans le bas femtomètre, 10 à la moins 15 mètres, c'est l'échelle la plus petite qu'on connaît. Est-ce que ça veut dire, un jour, est-ce qu'on va découvrir que les quarks eux-mêmes sont faits de choses plus subtiles? Est-ce qu'on va être capable de descendre à un sous-sol de plus? On ne sait pas. Mais pour l'instant, on va commencer au 15e sous-sol. Bon, maintenant, on s'en va un étage plus haut, au 14e sous-sol. Les neutrons et les protons peuvent se combiner entre eux. Quand on met des neutrons et des protons ensemble, ces particules-là peuvent coller et former ce qu'on appelle des noyaux atomiques. Par exemple, 6 protons et 6 neutrons forment le noyau de carbone 12, mais 29 protons plus la balance en neutrons forment un noyau de cuivre. L'uranium, 92 protons,
puis le reste pour 238 particules en tout, le reste en neutrons. Encore une fois, ces noyaux-là, personne ne les a jamais vus. Mais non seulement on sait qu'ils existent, mais on est capable de les manipuler dans un réacteur nucléaire. On est capable d'envoyer des neutrons sur des noyaux d'uranium, par exemple, pour créer une fission, libérer d'autres neutrons, créer une réaction en chaîne et comme ça libérer une quantité d'énergie qu'on peut contrôler dans le réacteur. J'ai représenté aussi l'électron à cette échelle-là. Bon, vous allez dire, OK, l'électron est plus gros qu'un proton. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? En fait, c'est des modèles théoriques. Ces particules-là, vu qu'elles sont des nuages, c'est difficile de cerner leur taille. Et d'ailleurs, un électron, ça n'a pas tout le temps cette taille-là. C'est ce qu'on appelle le rayon classique de l'électron tout seul, mais quand, par exemple, un électron se combine à un proton pour former un atome, ça fait quelque chose de beaucoup plus grand. Puis justement, on y arrive. Là, on est au 14e sous-sol. En passant, on peut pas, vous allez dire, est-ce qu'on ne peut pas mettre, je ne sais pas moi, 1000 neutrons puis 1000 protons ensemble, faire un gros noyau? Non, ça ne tient pas. Les noyaux qui ont beaucoup plus que à peu près 250 nucléons, en tout, protons et neutrons, sont instables. La force nucléaire qui relie ces particules-là ensemble a une portée limitée. Donc, finalement, au 14e sous-sol, on a les noyaux atomiques, mais ensuite, au 13e sous-sol, je n'ai rien à vous montrer, il n'y a rien qui est 10 à la moins 13 mètres dans l'univers. Il n'y a rien qui est 10 à la moins 12 mètres. Il n'y a rien à 10 à la moins 11 mètres. Et à 10 à la moins 10, là, on arrive dans le royaume de la chimie. On arrive avec des atomes. Donc, un électron peut se mettre en orbite ou se positionner autour d'un proton pour former, ça ici, c'est l'atome le plus simple, l'hydrogène. Ou deux hydrogènes peuvent coller ensemble pour former une molécule de dihydrogène. Celle-là, vous la reconnaissez peut-être, c'est H2O, la molécule d'eau. Et puis, le CO2, qui nous cause tellement de problèmes dans l'atmosphère en ce moment. C'est sûr que quand on regarde ces particules-là, maintenant, est-ce qu'on est rendu à... Est-ce qu'on les voit? Est-ce que quelqu'un a déjà vu un atome d'hydrogène ou une molécule d'eau ou un atome ou une molécule de CO2? Bon, en fait, oui, c'est ça qui est incroyable. On est à la limite de la technologie. Il existe ce qu'on appelle des microscopes électroniques. On envoie des électrons sur une cible et la manière dont les électrons rebondissent ou traversent la cible, on est capable de reconstituer. Et on est capable d'atteindre des résolutions de l'ordre de 10 nanomètres. Ça, c'était en 1965 quand la technologie a commencé. Mais aujourd'hui, on est capable d'atteindre des résolutions de 10 picomètres. Pico, c'est 10 à la moins 12. Donc, on est en plein dans la taille des atomes. Et pour vous donner une idée, par rapport au mieux que vous pouvez faire à l'œil nu, à l'œil nu, on peut voir certains détails. On va en parler tantôt. C'est quoi le mieux qu'on peut faire à l'œil nu? Quand on écrit 10 millions de fois, c'est que les détails qu'on voit sur l'image sont 10 millions de fois plus petits que ce qu'on verrait à l'œil. Donc, on est capable ici d'identifier dans un réseau cristallin les différents atomes. Bon, l'image n'est pas en couleur, parce que comme je vous dis, la couleur ne veut rien dire. Comme tantôt, je vous ai représenté les molécules comme on les représente d'habitude. Mais mettons ici, j'ai essayé de les dessiner de manière un peu plus réaliste. Donc, d'abord, j'ai enlevé la couleur. Qu'est-ce que ça veut dire? L'oxygène n'est pas rouge, le carbone n'est pas noir. Et puis, c'est sûr que le noyau atomique est tellement petit comparé à l'atome, 10 000 fois plus petit qu'on ne le verrait pas ici. Mais je l'ai mis quand même pour qu'il soit légèrement visible, quoique si là, dans le fond, vous avez peut-être de la difficulté à les voir. Donc, encore une fois, mais même ça, c'est un modèle. Ce n'est pas vraiment des belles sphères comme ça, collées les unes contre les autres. C'est plutôt une sorte de nuage de probabilité. Et c'est quand même incroyable de penser que ça tient tout ça. Mais regardez une molécule d'eau, comme c'est fantastique. Il y a ici un noyau qui contient 8 protons puis 8 neutrons. Ici, il y a un petit proton tout seul, un autre petit proton tout seul. Puis en tout, il y a 10 électrons. Et tout ça, selon les lois de la mécanique quantique, tient ensemble pour former quelque chose de stable et qui est essentiel à notre vie, évidemment, l'eau. Donc, on est au 10e sous-sol. On s'en va au 9e sous-sol. Fait qu'au 9e sous-sol, on commence à voir, on est à l'échelle de 1 nanomètre, 10 à la moins 9 mètres. Et on commence à voir des molécules plus grosses. Par exemple, des atomes. Le plus gros atome, l'atome de césium, est quand même 3 fois à peu près plus gros que l'atome d'hydrogène.
celui que c'est un atome plus gros dans le tableau périodique. Ici, vous avez une molécule de C60, c'est quand même incroyable. 60 atomes de carbone peuvent former une structure qui ressemble à un ballon de soccer ou de football, qui est creux à l'intérieur, là. Mais ici, ben, évidemment, on ne voit pas de la façon que c'est représenté. Une molécule de glucose, par exemple, une molécule d'ATP. L'ATP, c'est quelque chose qui est essentiel au fonctionnement des êtres vivants. Vous avez énormément d'ATP dans votre corps. En ce moment, votre corps, il y a des machines moléculaires qui produisent de l'ATP, d'autres qui l'utilisent pour faire des choses. C'est la manière dont l'énergie est transférée d'un endroit à l'autre dans votre corps. Et vous voyez, c'est une molécule. Les codes de couleur traditionnels en chimie, rouge pour oxygène, bleu pour azote, noir pour carbone, jaune, ça peut être d'autres types d'atomes. Puis regardez l'image comme c'est intéressant ici. Cette image-là, c'est justement des molécules de carbone 60 qui forment des petites boules comme ça, arrangées comme ça et photographiées au microscope électronique. Bon, est-ce qu'on voit les atomes individuels? Est-ce qu'on est capable de voir les 60 atomes? Bien, pas vraiment, c'est trop flou. Fait que la résolution est pas tout à fait à l'échelle atomique. L'échelle atomique, ce serait peut-être 0,1 nanomètre. C'est juste un petit peu au-dessus, mais c'est quand même 500 000 fois le mieux que ce qu'on peut faire à l'œil nu. OK. Pour enlever la couleur, déjà, ce serait mieux. Puis on pourrait les faire flous, mais je vais les laisser comme ça, là, pour pas... on comprend quand même l'idée, là, surtout quand on compare à ce qu'on voit. D'abord, si on voyait plus net, est-ce qu'on commencerait à avoir des boules localisées? Probablement, sur chacun des atomes. Bon, on monte au 8e sous-sol. Et là, ça commence à être intéressant. Regardez-moi ça, ces molécules-là. Alors, on reconnaît encore. Hein, ici, on a des objets qui sont de l'ordre de 10 nanomètres, comme cette molécule géante, si on veut, a 10 nanomètres de taille. Et on voit encore les atomes individuels, mais on voit que on dirait que c'est carrément une machine, ça. Quelque chose qui tourne avec un axe. Bien, vous avez ça à l'intérieur de vous, à l'intérieur des êtres vivants. Vous avez des molécules incroyablement complexes. Vous reconnaissez peut-être ici la molécule d'ADN qui code le code génétique. Tiens, on peut remettre la couleur. Mais ici, c'est juste la couleur qui nous permet qui rend ça plus agréable, regarder les différentes composantes. Mais comme je vous dis, le concept de couleur n'a aucun sens à cette échelle-là. Et en particulier ici, j'attire votre attention sur, par exemple, regardez cette molécule-là. Elle a une fonction incroyable. Elle se promène sur l'ADN dans votre cellule et elle lit le code génétique et elle crée un ruban qui sort, un ruban qui contient de l'information sur le code. Ce ruban-là va voyager ailleurs dans la cellule pour instruire la cellule de faire quelque chose, de créer par exemple une protéine. Ah oui, en passant, regardez en haut, comme c'est intéressant, on a une photo récente. Bien, une image, ce n'est pas une photo dans le sens traditionnel, c'est une image reconstituée en envoyant des électrons, en regardant comment ils rebondissent. On est capable tout juste de discerner la structure de double hélice de l'ADN. Ça ici, évidemment, c'est une animation par ordinateur. Il n'y a rien qui nous... on n'a pas les microscopes électroniques ne peuvent pas prendre assez d'images pour être capables de produire un film comme ça. Mais ce que vous voyez ici, c'est l'ARN polymérase qui se promène sur le brin d'ADN et qui crée le serpentin d'ARN qui va ensuite servir à coder ailleurs dans la cellule. Et cette image-là est en temps réel. Ça va réellement à cette vitesse-là le long des brins d'ADN. Ils allaient dire, mais ça ne se peut pas. Vous ne pouvez pas avoir une machine moléculaire comme ça qui, si rapidement, lit la molécule. Puis d'ailleurs, ça a l'air magique ici dans l'image. Le ruban jaune qui sort, il vient de où? Il était où, cette affaire-là? C'est qu'on ne voit pas évidemment les détails, mais il y a des particules qui flottent jaunes dans l'environnement. Ces particules-là sont utilisées. La molécule s'ouvre puis se ferme trop rapidement pour qu'on la voie. Incorpore ces molécules-là et les met à la bonne place pour sortir. Mais là, vous allez dire, mais c'est magique cette affaire-là. Les molécules, comment elles savent d'arriver au bon endroit? Elles ne savent pas, elles rebondissent au hasard. Il y a une chose fondamentale que vous devez comprendre, c'est que plus les choses sont petites, c'est une des leçons que je veux que vous tiriez de cette conférence, plus les choses sont petites, plus on est à une petite échelle, plus les choses vont vite. Avez-vous déjà remarqué comment une mouche est beaucoup plus rapide que vous?
Vous avez de la misère à l'attraper? Bien, effectivement, on est très lent. On est gros, puis on est lent. Et comparé à l'échelle atomique ou moléculaire, on est extrêmement lent. Donc, pour ça, ici, c'est sûr que si on jouait le film 1 milliard de fois plus lentement, bien, on verrait, on dirait, OK, c'est ça, le hasard, il y a plein de molécules qui sont arrivées. La plupart des fois, ce n'était pas la bonne molécule. Tout d'un coup, la bonne molécule était là et elle a été incorporée dans le ruban. Même chose, toutes les machines dans l'univers ont besoin d'énergie pour fonctionner. Ça peut pas, un processus comme ça ne peut pas être spontané. Il y a besoin d'une source d'énergie. Mais ce qui n'est pas représenté non plus dans le petit clip, c'est qu'il y a des molécules d'ATP qui ont été créées justement par cette affaire-là. Ça, c'est une des affaires les plus fantastiques dans l'univers. C'est ce qu'on appelle l'ATP synthase. C'est une machine à créer des molécules d'ATP. Alors, il y a des molécules qui ne sont pas de l'ATP, mais qui sont presque de l'ATP, qui arrivent dans cette machine-là. La machine utilise un gradient électrique de potentiel qui a été créé par d'autres molécules pour pouvoir, l'équivalent de... C'est comme si vous preniez un ressort. Imaginez 2 boules avec un ressort. Vous les étirez, puis vous mettez un petit bâton entre. Fait que vous venez d'emmagasiner de l'énergie dans ce système-là. Puis là, vous l'envoyez dans un environnement, un endroit qui a besoin d'énergie, un processus qui a besoin d'énergie, qui ne peut pas y aller spontanément. Il prend cette molécule qui a été étirée, puis il fait sauter le petit bâton, puis elle revient sur elle-même et elle libère de l'énergie. Mais c'est un peu ça. L'ATP, c'est comme des petits ressorts étirés qui sont remplis d'énergie potentielle, si on veut, chimique, et qui ensuite vont libérer cette énergie-là au bon endroit dans la cellule. Donc, on pourrait passer évidemment des cours au complet, bien, c'est ça, des cours de biologie moléculaire, à parler du 8e étage, du 8e sous-sol, mais je pense que ça vous donne une idée de comment c'est fantastique, qu'est-ce que des molécules peuvent faire. Puis ici, on est à l'échelle moléculaire. Il n'y a pas une échelle plus petite qui explique le comportement. Tout doit être expliqué par l'attraction puis la répulsion des atomes à l'intérieur de ces structures-là. Si ça n'existait pas, on ne croirait pas que ça peut exister. En fait, je pense que personne, quand on a commencé à découvrir la cellule puis l'intérieur de la cellule dans les derniers siècles en biologie, personne ne pensait que quand on arriverait à l'échelle atomique, on verrait des structures compliquées comme ça. Évidemment, vous allez dire, mais comment ça a fait pour évoluer? Bien, imaginez l'univers a des milliards d'années, et si les choses se produisent tellement vite à l'échelle atomique ou moléculaire, imaginez comment finalement c'est long, l'histoire de l'univers, pour essayer différentes combinaisons pour arriver à des choses fantastiques comme ça. Bon, est-ce qu'on est capable de voir ça au microscope? Bien, on a vu tantôt les petites boules de carbone 60. Évidemment, ici, c'est plus difficile à voir une structure comme ça parce que c'est fragile. Une structure biologique, une molécule de carbone 60, c'est comme un ballon solide. Vous pouvez la lancer partout, ça rebondit, ça ne brise pas. Une molécule biologique, justement, il ne faut pas qu'elle soit trop indestructible parce qu'il faut qu'elle soit construite, puis il faut qu'elle soit ensuite détruite pour être recyclée. Donc, c'est des molécules qui sont fragiles. Si vous les bombardez avec des électrons, vous allez les briser si vous envoyez des électrons trop énergétiques. Alors, à cause de ça, on n'a pas des images au niveau atomique. Je ne peux pas vous montrer ça au niveau atomique. D'abord, vous allez dire, est-ce qu'on a inventé la position des atomes sur cette image-là? La réponse, c'est non. Croyez-le ou non, en prenant ces molécules-là, en mettant plein une à côté de l'autre, en envoyant des rayons X, puis en regardant des régularités sur la façon dont les rayons X, qui sont une sorte de lumière, sont réfléchis, on est capable de reconstituer atome par atome la position. C'est un travail ça fait juste quelques années qu'on a des images comme ça. Quand j'étais étudiant, on n'avait pas d'images comme ça dans nos livres de biologie. Et puis, c'est assez spectaculaire qu'on soit capable de construire la structure. Et ici, c'est quand même une technique qui a gagné le prix Nobel en 2017 en chimie, une technique de cryomicroscopie. On prend une molécule biologique, on la met dans de la glace pour la stabiliser, et on envoie des électrons dans toutes les directions pour créer une sorte de scan en 3 dimensions. On est même capable de faire ensuite une petite animation. Fait que vous voyez un petit peu, on ne voit pas malheureusement les atomes avec cette technologie-là, mais comme je vous dis, si vous doutez, là, vous dites, bon, ils inventent tout ça, les biologistes. Ben non, on a des photos comme ça, c'est des images, de l'imagerie, là, pas une photo directe, qui vous montre les incroyables machines moléculaires qui existent à cette échelle-là. Ici, vous allez dire, bon, ça ne se peut pas, ça. Vous allez dire, non, ça, c'est pas vrai, ça. Bon, je vous rassure, là, c'est pas pris avec un microscope électronique, pour plein de raisons. Premièrement, c'est une animation par ordinateur. Mais ça, actuellement, se produit dans votre corps. Vous avez des petites molécules comme ça qui marchent le long de filaments, qu'on appelle des microtubules, et qui
amène certains composés chimiques qui ont besoin d'être amenés à d'autres endroits dans la cellule. Et puis, ça, c'est pas en temps réel, c'est incroyablement ralenti pour que vous puissiez voir. Ces molécules-là, en réalité, font 250 pas par seconde. Je disais, mais je ne peux pas faire 250 pas par seconde. Pourquoi elle peut? Bien, parce qu'elle est tout petite. Fait qu'elle se promène comme ça, évidemment. C'est 250 mini-pas par seconde. Fait qu'elle finit par aller juste à 2 micromètres par seconde. Mais quand même, c'est incroyable la vitesse à laquelle ces processus ont lieu. Bon, pourquoi ça ne peut pas être une vraie image, ça? Premièrement, parce qu'il y a des effets d'ombrage. Il ne peut pas avoir d'effet d'ombrage, il n'y a pas de lumière à cette échelle-là. La lumière passerait par-dessus, ne ferait aucune ombre, aucun effet d'ombrage. En plus, ça donne l'impression que c'est tout vide, que ça se promène dans de l'eau. En fait, de l'eau à cette échelle-là, ce seraient des molécules visibles qui nous cacheraient la vue. Fait que, en fait, on a enlevé ici, c'est vraiment une vision idéalisée. Même si on a un jour une technologie super avancée, on ne verra jamais ça directement, parce que c'est rempli de molécules. Toute la cellule, il n'y a pas de vide dans la cellule. Fait que ça marche à l'intérieur de molécules d'eau, à l'intérieur de plein d'autres molécules. L'autre chose qui a l'air magique ici, c'est qu'on dirait que ça marche tout seul, que ça a une source d'énergie interne. Mais il ne peut pas avoir rien de caché là-dedans. On est au niveau des atomes. Fait que ce qu'on ne montre pas ici, c'est qu'à chaque pas, il y a une molécule d'ATP qui est absorbée, puis en se défaisant, elle donne l'énergie nécessaire au pas pour avoir lieu. Donc, on est vraiment, on est encore dans une échelle où on peut juste reconstituer des choses indirectement, mais on commence vraiment à comprendre assez bien qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Justement, quand on arrive au 7e sous-sol, là, on est dans le royaume des cellules. Donc, on voit, ça, c'est le plus petit être vivant, autonome. C'est la bactérie Mycoplasma qui a 300 nanomètres. Mais on est à l'échelle du 7e sous-sol, autour de 100 nanomètres. Le virus du sida, d'autres virus, on va mettre la couleur pour que ce soit un petit peu plus visible, mais comme je vous dis, hein, c'est juste comme décoration. On voit ici en jaune les brins d'ADN à l'intérieur des virus, puis à l'intérieur aussi de la cellule. Pourquoi les virus, on a tendance à dire que ce n'est pas réellement vivant? C'est qu'un virus ne peut pas par lui-même se reproduire. Le virus, cette cellule-là a toutes les fonctions à l'intérieur d'elle pour éventuellement faire un double d'elle-même. Mais le virus, lui, il se sert des bactéries pour les attaquer, insérer de l'ADN pirate à l'intérieur et produire des copies de lui-même. Donc, c'est un parasite. Vous allez dire, ouais, mais c'est un peu vivant, d'une certaine manière. En fait, c'est quoi la définition de la vie? C'est subtil, là. On pourrait passer du temps là-dessus. Là. Et je vais vous montrer quelque chose d'autre au 7e sous-sol. Je ne sais pas, ça a l'air des dents ici, mais ce n'est pas des dents. Ça, c'est produit mécaniquement par des êtres humains. C'est un circuit électronique dans le procédé 14 nanomètres, qui est le procédé le plus fin qu'on a. Actuellement, quand on construit les circuits d'ordinateur, je ne vous expliquais pas les méthodes, là, on est capable de produire des détails qui sont de 14 nanomètres. Par exemple, ici, on a 2 dents de métal séparées par 40 nanomètres. Ça, c'est la fine pointe de la technologie en 2019. Peut-être que d'ici un an ou deux, on va passer à un procédé 10 nanomètres. Mais regardez, ça, c'est un virus. Regardez, ça, c'est complexe, l'intérieur de ça. Là. La vie, les molécules vivantes ont un niveau de complexité, de niveau de finesse qui n'est pas du tout encore à côté par la technologie humaine. Ça veut dire qu'aussi, il y a de l'espoir, mais un défi, d'aller d'un jour, peut-être que quand vous aurez mon âge, les ordinateurs seront incroyablement plus rapides et plus puissants parce qu'on aura réussi à descendre un petit peu plus bas et à accoter un petit peu plus ce que la vie nous montre que la physique et la chimie permettent de faire. 6e sous-sol, on arrive enfin dans ce que vous pourriez voir dans un microscope ordinaire. Un microscope ordinaire, c'est un microscope qui fonctionne à la lumière visible. Fait qu'un télescope en lumière visible, un microscope en lumière visible, c'est ce qu'on a par exemple au laboratoire de biologie. Donc, vous êtes capable de voir des bactéries. Évidemment, la bactérie, ça c'est la tache rose dans le coin, c'est le détail le plus petit que vous pouvez voir dans un microscope. Fait que dans un microscope, si vous regardez une bactérie E. coli, malheureusement, est-ce que vous allez pouvoir voir les brins d'ADN? Ben non, regardez, si chaque détail que vous voyez est gros de même, vous allez voir que la bactérie est là.
mais vous n'allez pas voir les détails. Mais au moins, vous pouvez voir la bactérie. Est-ce qu'on peut voir une bactérie mycoplasma de justesse, comme un point flou, aucun détail? Et ça, c'est des transistors dans les ordinateurs les plus récents. Et c'est au niveau, ils sont gravés là, par des procédés technologiques. Regardez évidemment comment la vie, on n'est pas encore rendu au niveau de résolution des processus moléculaires vivants. Et ce que vous voyez ici, c'est la longueur d'onde de la lumière. La lumière est différentes couleurs, du rouge au violet. Bien, si les détails sont plus petits que la moitié de la longueur d'onde de la lumière, vous ne pouvez pas. La lumière, si vous envoyez de la lumière sur quelque chose dont les détails sont beaucoup plus petits que la longueur d'onde de la lumière est trop grossière pour vous donner cette information-là. Elle va rebondir sans être modifiée par ce que vous voulez observer. C'est pour ça que, en passant, c'est à peu près 400 fois plus fin que ce que vous voyez à l'œil nu. C'est pour ça que les microscopes au laboratoire de biologie plafonnent à 400x. Des fois, ils vont à 1000, mais ça fait juste l'image visuellement plus grosse, mais floue. Ça ne sert à rien. Par exemple, vous dites, ouais, mais si on avait plus d'argent, est-ce qu'on pourrait s'acheter un microscope optique 10 000? Non, ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais. Ce n'est pas une question en lumière visible, vous ne pouvez pas faire mieux que 400 fois. Bon. Donc, on est au 6e sous-sol. Et justement, comme je vous dis, dans un microscope, ce qu'on est capable de voir, un microscope ordinaire, optique, on est capable de voir les bactéries, E. coli, comme ça. On ne voit pas les détails à l'intérieur. Mais ça, c'est un film en temps accéléré. Regardez les minutes. Mais ce qui est quand même incroyable, en tout cas moi je trouve ça incroyable, c'est que la bactérie E. coli peut se reproduire, faire une copie d'elle-même complète en 40 minutes. Puis regardez la complexité de cette affaire-là. Fait que ça peut se reproduire, et c'est ça que ça donne, là, si ça double à toutes les 40 minutes, bien évidemment, ensuite c'est exponentiel, 2, 4, 8, 16, 32. Bon, 5e sous-sol. 5e sous-sol, on commence à arriver au niveau des cellules, des grosses cellules, pas les plus petites cellules. Comme je vous dis, la plus petite cellule, c'est la bactérie mycoplasma, mais des cellules, par exemple, la cellule dans une plante, ou la cellule dans une cellule humaine. Alors ça, c'est une vraie photo. Ça, c'est une animation, c'est du graphisme par ordinateur. Mais ça vous donne l'idée, autour de 10 micromètres, c'est l'échelle des phénomènes, de la base. Souvent, on dit que la cellule, c'est l'unité de base de la biologie, là, que tout est fait de cellules. Mais évidemment, une cellule a des composantes à l'intérieur, mais c'est vrai que la cellule est quand même... En fait, on peut passer un cours complet au niveau universitaire, par exemple, pour juste commencer à décrire l'intérieur d'une cellule. Et au 4e sous-sol, là, ça commence à être intéressant. Parce qu'au 4e sous-sol, on est à l'échelle des plus petits détails qu'on peut voir à l'œil nu. Donc, par exemple, vous voyez, à l'œil nu, est-ce qu'on est capable de voir des grains de sel? Oui. Voyez-vous des détails dessus? Pas beaucoup. Parce que regardez, c'est ça, c'est des grains de sel au microscope électronique. Les plus petits animaux, c'est les acariens, là, ont à peu près 0,2 mm. Fait que 0,1 mm, c'est les détails qu'on peut voir à l'œil nu. 0,2 mm, les acariens, ça n'existe pas des animaux beaucoup plus petits que ça. Il y en a qui sont peut-être la moitié d'un acarien. Est-ce qu'on peut voir un acarien? Alors ça, c'est un débat sur Internet. J'ai regardé. Est-ce qu'on peut voir les acariens? Il y en a des millions dans votre matelas, là. Le problème, c'est que théoriquement, oui, mais si on le voit, le détail est tellement petit qu'on va dire, mais on ne peut pas le distinguer d'un grain de poussière. Puis en plus, c'est relativement translucide. Ça n'a pas l'air translucide aux électrons, mais en lumière visible, c'est tellement petit que la lumière, c'est pas mal transparent. Fait que c'est comme gélatineux, transparent et à la limite de la vision. Fait que vous ne pouvez pas les voir à l'œil nu réellement. Un cheveu, est-ce qu'on est capable de le voir? C'est intéressant. La largeur est de l'ordre de grandeur de notre détail le plus fin qu'on peut voir, mais on ne voit pas donc de structure au cheveu, mais vu qu'il est beaucoup plus long, on peut voir qu'il est là. C'est intéressant que si on est plus petit ici, on est 3 fois plus petit que la limite de l'œil. On a des phénomènes que vous n'avez jamais vus. Par exemple, en dessous des feuilles, il y a des petites bouches qui s'ouvrent puis qui se ferment pour respirer. Hein? Ben oui, on appelle ça des stomates. Mais ils sont
justement à peu près 2 fois plus petit que la limite de visibilité de l'œil humain. Donc, vous pouvez les voir facilement dans un microscope au laboratoire de biologie, mais vous ne pouvez pas les voir à l'œil. Troisième sous-sol, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à reconnaître les objets qui sont grossis. Ici, vous avez un fil qui passe dans une aiguille. Et ça, c'est impressionnant. Quand on a inventé le microscope, Robert Hooke a dessiné une puce. Et le monde a été impressionné, là. Le livre s'est vendu, ça a été un best-seller. Il y avait un dessin gros de même d'une puce avec tous les détails qu'il avait vus dans son microscope. Et puis, ça, c'était en 1665. En 1890, on a commencé à jumeler un appareil photo avec un microscope. Comme là, c'est une des premières photos au microscope d'un flocon de neige. OK. Maintenant, j'ai une petite pause vidéo. Ça dure 2 minutes. Je vais faire la narration du vidéo. Il n'y a pas de son, la vidéo. C'est une vidéo qui est très bien faite, qui vous montre, c'est fait par ordinateur, mais ça vous montre les différentes échelles, pour l'instant, ce qu'on a vu. Donc, on part à l'échelle visible à l'œil nu, mais avec du gros, comme ici, vous voyez les fourmis, donc à l'échelle des insectes. Et on s'en va zoomer dans une feuille. Et justement, là, on commence, à partir de là, on est plus petit que les détails qu'on voit à l'œil. Et là, justement, on voit apparaître les stomates, les petites bouches de respiration des feuilles. Et là, on va rentrer dans la feuille et on va arriver dans le royaume des cellules à l'intérieur de la feuille. Donc, c'est des cellules végétales. Bon, est-ce que la représentation est parfaite? Ils font leur possible. Peut-être qu'elles sont un peu plus hexagonales habituellement, mais là, ils les ont fait rond, mais ça dépend du végétal. On va dire que c'est quand même pas pire. Et on va zoomer dans la cellule à l'intérieur, et on arrive au niveau des sous-unités de la cellule, le noyau de la cellule. Ici, on a des mitochondries qui aident à produire de l'énergie dans la cellule. Et ici, ce que vous voyez, c'est des chloroplastes. Les chloroplastes, c'est particulier aux plantes. Ce sont des usines à produire des molécules chargées d'énergie à partir de la lumière. Fait que là, on rentre, on est à l'échelle de 1 micromètre ici, mais quand on rentre, on est à l'échelle du nanomètre. C'est à 750 nanomètres de large ici. Et quand on va zoomer dans les plaquettes, on va voir apparaître, on va enfin atteindre le niveau atomique et on va voir les molécules, les petites machines moléculaires que je vous parlais tantôt, comme l'ATP synthase, qui, avec d'autres machines, certaines de ces machines-là absorbent la lumière du soleil, créent une différence de potentiel de part et d'autre de la membrane, qui permet au rotor de l'ATP synthase de tourner et de prendre des molécules non chargées d'ADP et les transformer en ATP, qui ensuite vont aller ailleurs dans la cellule pour produire du sucre, éventuellement du glucose, éventuellement on va manger la plante et on va manger un animal qui a mangé la plante. C'est comme ça que l'énergie emmagasinée du soleil va arriver à notre niveau. Donc je pensais que ça faisait quand même une vidéo. C'est sûr qu'on ne peut pas être parfait à cette échelle-là. Ils font quand même, mettons, c'est pas totalement réaliste. Les couleurs, évidemment, il n'y a pas de couleur à cette échelle. En fait, la couleur de justesse, mais pas à la dernière échelle. Mettons que ça aurait pu être en couleur jusqu'au moment où on rentre à la fin, où là, la couleur ne veut plus rien dire. Bon, on est encore dans le sous-sol, mais ça va aller, j'espère que ça va aller un peu plus vite quand on va être rendu au-dessus du sol. Mais là, ça devrait aller assez vite ici. Deuxième sous-sol, vous connaissez ça, des moustiques puis des dicènes. Premier sous-sol, donc on est à... Le niveau du sol, c'est 1 mètre. Donc ici, on est à l'échelle de 10 cm, une orange. Et évidemment, le rez-de-chaussée, c'est notre monde. C'est notre monde à l'échelle de 1 mètre, l'échelle des êtres humains. Fait que maintenant, on est sorti du niveau du sol, puis on va monter la tour. Premier étage, on est à l'échelle des animaux les plus gros qui existent. 10 mètres, la hauteur des plus hauts dinosaures, c'était 10 mètres. Une girafe fait 6 mètres. Une baleine bleue fait 30 mètres. C'est le plus gros animal qui a jamais existé sur Terre. Ça n'existe pas un animal plus gros que 30 mètres. Il n'y en a jamais eu. Ce serait probablement trop difficile, trop lourd, même dans l'eau. Maintenant, à l'échelle 10 à la 2 mètres, 100 mètres, c'est l'échelle des buildings à Montréal. Il y a une limite de hauteur de 200 mètres à Montréal pour pas que les buildings soient plus hauts que le Mont-Royal, pour donner l'impression que le Mont-Royal est plus haut qu'il est réellement. Juste pour le fun, la fusée qui a amené les astronautes sur la Lune avait un peu plus que 100 mètres. Les plus hauts êtres vivants, ce sont les séquoias, des arbres
en Californie, qui ont quand même la moitié de la hauteur de la place du Marie. C'est pas rien. Vous avez un 747 en comparaison, 70 mètres de long. Mais la plupart des avions qu'on prend, là, ça c'est pour aller en Europe, mais pour aller en Amérique du Nord, souvent les avions sont plus petits, ont peut-être juste 30 mètres. Fait que le Titanic, un peu plus que 200 mètres. La Station spatiale internationale, 100 mètres. Troisième étage, le plus haut gratte-ciel au monde, 1 km, pas tout à fait. Mais il y en a un en construction de gratte-ciel de plus qu'1 km, mais actuellement, la construction est interrompue. Ils ne sont pas sûrs s'ils vont continuer. Parce que celui-là est tellement haut que le vent le fait osciller tellement qu'ils ont la misère à louer les étages les plus hauts. Mais ça existe à Dubaï, un gratte-ciel qui approche de 1 km. À l'échelle de 10 km, qu'est-ce qui est intéressant? Bien, quand même cool de penser qu'on a déjà construit quelque chose de 10 km, ou presque, l'anneau du LHC, le collisionneur de particules au CERN. Mais si on se permet d'aller n'importe où dans l'univers, il y a quelque chose de vraiment cool qui a 10 km. On appelle ça des étoiles à neutrons. Ce n'est pas une vraie photo. Ici, c'est une image. Imaginez ce que ça aurait l'air si on était proche d'une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est une étoile à la fin de sa vie, qui est peut-être 3 fois la masse du Soleil, mais qui a été comprimée par la gravité de la taille de 12 km, c'est la largeur de l'île de Montréal. Comment c'est possible? En enlevant tout l'espace vide. Vous avez vu comment le noyau est très petit par rapport à l'atome, 10 000 fois plus petit? Bien, on peut, si les électrons, on les rentre dans les noyaux, les électrons se combinent aux protons pour faire des neutrons, puis les neutrons qui étaient déjà là restent, on peut, en enlevant tout l'espace vide dans une étoile, la comprimer de la taille de l'île de Montréal. Puis une étoile a plusieurs... Ça, c'est une étoile qui a 1 million de fois la masse de la Terre, qui est comprimée comme ça. Ça existe vraiment, c'est des étoiles à la fin de leur vie. Comment on sait qu'elles existent? On les voit comme des points de lumière, mais on est capable de déduire leur gravité, de déduire par leur spectre, leur température, et de réaliser que ça existe vraiment, des étoiles à neutrons. 5e étage, là on arrive à l'échelle de 100 km. 100 km, c'est un peu l'ordre de grandeur de l'épaisseur de l'atmosphère. Les ballons sondes les plus hauts, quand on envoie un ballon qui monte jusqu'à la stratosphère, il monte à peu près 50 km. À cette hauteur-là, le ciel est noir parce que 99,9% de l'atmosphère est en dessous de cette hauteur-là. Mais évidemment, vous ne pouvez pas, à cette hauteur-là, mettre un satellite en orbite parce qu'il y a encore trop d'air. Ça va créer de la friction, puis ça va le faire tomber. Donc, il faut être à peu près à 400 km d'altitude pour être au-dessus de l'atmosphère, pour pouvoir aller assez vite en tournant autour de la Terre pour être en orbite sans être freiné par l'atmosphère puis éventuellement tomber au sol. 6e étage, là, on arrive au niveau des petits objets dans le système solaire. Et on voit quelque chose d'intéressant se produire. Vous savez que la Terre est une sphère. Elle s'en vient, la Terre, elle va être au prochain étage. Mais pourquoi les objets dans le ciel sont des sphères? En général, les objets planétaires, parce que la gravité attire toutes les particules les unes contre les autres, et la forme la plus compacte, c'est une sphère. Sauf que la gravité, c'est fort à l'échelle de la Terre pour un gros objet, mais quand l'objet est trop petit, la gravité n'est pas assez importante pour forcer l'objet à être une sphère. Et la transition a lieu autour de 400-500 km. Les objets qui ont moins que 300 km, il y en a certains qui peuvent être sphériques. Quand ils sont faits de glace, ils sont plus malléables, ils ont plus de chances d'être sphériques. Quand ils sont plus rocheux, ils peuvent garder leur forme. Mais à partir de 1000 km, Cérès, un astéroïde dans la ceinture principale, tous les objets sont sphériques. Pas le choix. La gravité est trop importante, même si on voulait de force leur faire des bosses ou des cornes, éventuellement, ça reviendrait en sphère par l'effet de la gravité. 7e étage, notre bonne planète, bonne vieille planète, la Terre, un peu plus que 10 000 km, la Lune. Et un autre phénomène astronomique vraiment cool qu'on appelle une naine blanche, qui est un autre type de cadavre stellaire qui est moins intense. C'est une façon pour une étoile de mourir qui est moins intense que l'étoile à neutrons. L'étoile à neutrons est la taille de l'île de Montréal. La naine blanche, à peu près la taille de la Terre. Le Soleil va finir comme ça. Le Soleil actuellement a 100 fois la Terre. Mais si on à la fin de sa vie, il ne produira plus d'énergie. Donc, la gravité va avoir tendance à le comprimer, puis il va réussir à atteindre un niveau où
Les électrons ne sont pas encore forcés dans les noyaux. Ils restent autour des noyaux, mais ils sont beaucoup plus compacts que dans la matière ordinaire. C'est quand même, donc, vous allez avoir à la fin de la vie du Soleil, dans 10 milliards d'années, le Soleil va être une boule à peu près de la taille de la Terre, mais qui contient 1 million de fois la masse. 8e étage, on arrive au niveau des planètes géantes du système solaire. Et on arrive au niveau des plus petites étoiles. Donc, les plus petites étoiles dans l'univers, une étoile, c'est quoi la différence entre une étoile et une planète? Une étoile, c'est que c'est assez gros, que la gravité au centre augmente la pression, la température et crée des réactions nucléaires. Force des noyaux des noyaux atomiques à fusionner ensemble et ça libère de l'énergie. Et ce qui fait que ça prend à peu près une centaine de fois la masse de Jupiter pour que ça devienne une étoile. Donc, vous avez cet objet-là qui a 100 fois la masse de Jupiter. Vous allez dire, il n'y a pas l'air 100 fois la masse, il y a peut-être le volume, il n'a pas l'air 100 fois. Non, effectivement, il est plus dense que Jupiter. Là. Et puis, 10 de la masse du Soleil, c'est les étoiles les plus petites. Donc, on est au 8e étage. Au 9e étage, on rencontre notre Soleil. Et je vais aussi vous montrer les distances. La distance Terre-Lune fait partie aussi du 9e étage. Est-ce que ça vous surprend? C'est quand même incroyable hein, que le Soleil ne pourrait pas passer entre la Terre et la Lune. Et ça, c'est les êtres humains qui sont allés le plus loin de la Terre dans l'histoire, se sont rendus comme ça au 9e étage. Et c'est quand même spectaculaire avec les missions Apollo. Ici, je vous montre quelque chose qui est relativement récent et qui est quand même surprenant. C'est une étoile qui n'est pas le Soleil. Les étoiles sont beaucoup plus loin que le Soleil dans l'univers. Et les étoiles sont tellement loin, les étoiles dans le ciel sont tellement loin que même avec nos télescopes les plus réguliers, les plus puissants, quand on grossit, on voit juste un point flou. On ne voit pas de détails parce que c'est trop petit par rapport à la résolution du télescope. Mais avec ce qu'on appelle de l'interférométrie, une technique où on combine plusieurs télescopes ensemble, on est capable de déterminer la forme d'une étoile lointaine. Ici, vous allez dire, mais c'est bien bizarre, l'étoile est en forme de ballon de football. Je n'ai pas dit tantôt que c'était supposé être des sphères, des gros objets. Oui, mais cet objet-là tourne tellement vite sur lui-même que ça crée un effet d'aplatissement, comme ça. C'est une étoile qui est visible dans le ciel, Altaïr. En passant cette image-là, c'est 100 000 fois. Pour être capable de voir quelque chose comme ça dans le ciel, il faudrait que nos yeux voient 100 000 fois plus de détails que ce qu'ils voient. 10e étage, il existe des étoiles plus grosses que le Soleil dans l'univers, des étoiles qui ont plus de masse. Comme Spica, c'est une étoile qui est née avec plus de masse que le Soleil, donc elle s'est stabilisée plus grosse. Au 11e étage, on commence à voir les distances entre les planètes et le Soleil. Et il existe, aussi incroyable que ça puisse paraître, il existe des étoiles dans l'univers qui sont de la taille de la distance entre le Soleil et la Terre. Ça, c'est des étoiles qui sont à la fin de leur vie. À la fin de leur vie, il se passe quelque chose dans le réacteur, le réacteur nucléaire s'emballe, puis ça fait gonfler l'étoile. Cette étoile-là n'avait pas cette taille-là pendant sa vie, sur ce qu'on appelle la série principale, mais vers la fin de sa vie, devient une supergéante. Et en supergéante, cette étoile-là, Deneb, n'est pas la plus spectaculaire. Au 12e étage, on rencontre les étoiles les plus grosses de l'univers. Donc, ici, dans le bas, on a vu apparaître UA. Ça veut dire unité astronomique. 1 UA, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Donc, vous avez des étoiles ici qui peuvent avoir jusqu'à presque 10 UA. 10 unités astronomiques. Ces étoiles-là sont plus grosses que Jupiter, que la distance entre Jupiter et le Soleil. Et elles sont tellement grosses qu'on est capable, dans certains cas, avec nos meilleurs télescopes, de voir un petit peu les détails de leur surface, ce qui n'est pas le cas pour les étoiles plus petites. Et on arrive avec les distances des planètes à l'extérieur du système solaire, Uranus, Neptune. On est au 13e étage. On est à une distance, quand on arrive à une distance d'à peu près 150 unités astronomiques, on arrive à une distance qui, à la vitesse de la lumière, prendrait 1 jour. Parce que la lumière se déplace très vite, là. Et c'est là à peu près que se trouve notre ambassadeur le plus lointain actuel, la sonde Voyager 1. Elle a été envoyée il y a un peu plus que 40 ans. Et elle est rendue actuellement à pas tout à fait 1 jour-lumière. Imaginez comment c'est
Elle va beaucoup moins vite que la vitesse de la lumière, évidemment. Elle est rendue à l'extérieur de notre système solaire, plus loin que l'orbite de Neptune. Au 14e étage, je vais vous montrer quelque chose que vous avez peut-être vu dans les manchettes récemment, un trou noir géant. Un trou noir géant qui est à peu près 240 unités astronomiques, donc 240 fois plus gros que la distance entre le Soleil et la Terre. Ce trou noir se trouve à l'intérieur d'une galaxie lointaine qu'on appelle M87. Et vous allez dire, bon, il est assez gros, donc il est facile à voir. Oh non, mais la galaxie est tellement loin que ça a été une prouesse incroyable technologique. On a combiné les résultats de plusieurs télescopes placés partout sur Terre. On a combiné leurs résultats de manière complexe et on est arrivé à voir, bon, un trou noir, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est un objet qui est tellement massif que même la lumière ne peut pas s'en échapper, se libérer de la gravitation du trou noir. Et on a cet objet-là à 7 milliards de fois la masse du Soleil, et on le voit à une résolution de 3 millions de fois, c'est-à-dire que ça prendrait des yeux qui ont 3 millions de fois plus de netteté pour être capable de voir quelque chose comme ça. 15e étage, on arrive dans le royaume des nébuleuses planétaires. De très beaux objets, très photogéniques. C'est quoi? C'est une étoile à la fin de sa vie. Le Soleil va faire ça à un moment donné. Le Soleil, l'étoile, à la fin de sa vie, grossit un petit peu, puis ensuite, ses couches externes sont tellement loin du centre qu'elles commencent à dériver dans l'espace, poussées par la lumière. La lumière a une pression, pousse autour et crée des objets qui sont de l'ordre de 1 mois la vitesse de la lumière ou même 1 année-lumière au 16e étage. Et les plus grosses nébuleuses planétaires ont peut-être 3 ou 4 années-lumière on commence à être maintenant dans l'ordre de grandeur de la distance entre la Terre, entre le Soleil et Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche. Ici, à 10 années-lumière, vous avez la nébuleuse du Crabe. C'est à 10 années-lumière de largeur. C'est un vestige de l'explosion d'une étoile. Le Soleil n'explosera pas, mais des étoiles qui commencent leur vie 20, 30, 40 fois la masse du Soleil, à la fin de leur vie, atteignent un état catastrophique qui crée une réaction en chaîne dans le réacteur et qui fait littéralement exploser l'étoile. Et c'est une bonne chose d'ailleurs que des étoiles explosent parce qu'en explosant l'étoile, dans l'étoile, il y a eu des réactions nucléaires qui ont créé des éléments lourds à partir de l'hydrogène et l'hélium de l'étoile, comme du carbone, de l'oxygène. Ces éléments-là sont dispersés dans l'espace par l'explosion. Et notre Soleil s'est formé à partir de vestiges comme ça d'explosions d'étoiles qui ont vécu il y a très longtemps dans l'univers. Au 18e étage, on est dans le royaume des nébuleuses de création d'étoiles. Quand les étoiles se forment, elles ne se forment pas toutes seules. Le Soleil s'est formé probablement il y a 4,6 milliards d'années, avec plusieurs dizaines d'étoiles en même temps autour de lui, ou plusieurs centaines d'étoiles à l'intérieur d'un grand nuage de gaz qui s'est condensé. Mais actuellement, on voit des étoiles naître comme ça dans la galaxie, en partant, la nébuleuse d'Orion est visible à l'œil nu. Dans la constellation d'Orion, si vous savez, vous voyez une petite tache floue en dessous des 3 étoiles de la ceinture. C'est une zone comme ça de création d'étoiles en ce moment, qui a à peu près 30 années-lumière de largeur. Et on a aussi des objets qui sont très, très beaux, qu'on appelle des... ce n'est pas un objet comme tel, c'est un ensemble de plusieurs centaines de milliers d'étoiles qui forment, des fois des millions d'étoiles, qui forment un amas, ça ressemble à une ruche. Il y en a plusieurs centaines qui tournent autour de notre Voie lactée, de notre galaxie, ce qu'on appelle des amas globulaires. Fait que là, on est rendu à 100 années-lumière, 10 à la 18 mètres, c'est 100 années-lumière. On approche, là, il reste 9 étages avant d'arriver au bout de l'univers. Au 19e étage, il existe des nébuleuses géantes de 1000 années-lumière, des zones de formation d'étoiles intenses. Il y en a une dans une petite galaxie satellite de la nôtre, qu'on appelle la nébuleuse de Tarentule, dans le nuage de Magellan. Et là, au 20e étage, on arrive à l'échelle de la Voie lactée, de notre galaxie. Alors, vous avez probablement déjà entendu parler qu'on vit dans une immense spirale d'étoiles, qu'on appelle la Voie lactée. Et on est à peu près à mi-chemin entre le centre et les bords. C'est sûr qu'on est dans le disque, fait qu'on a de la misère à voir la forme de la Voie lactée. En fait, quand on voit la Voie lactée, ça a l'air de ça dans le ciel. Ici, vous avez une image de l'ensemble du ciel déroulé comme si c'était... Vous savez, quand vous voyez la carte du monde, tous les pays ensemble, ils ont pris le globe terrestre puis ils l'ont déroulé en rectangle. Ici, vous avez l'ensemble du ciel centré sur la Voie lactée. À Montréal, on ne la voit pas parce que c'est trop peu intense, mais en campagne, on voit la bande comme ça, lumineuse, qui traverse le ciel. Et là, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est incroyable. C'est un zoom qu'on a créé grâce au télescope Hubble et à d'autres télescopes spécialisés pour observer le centre de notre galaxie, parce qu'il y a quelque chose de vraiment étrange au centre de la Voie lactée.
Attendez. Le télescope Hubble est capable de voir des détails 1000 fois plus fins que l'œil nu. Fait qu'on est capable comme ça de voir ce qui nous paraît juste une bande laiteuse dans le ciel. On est capable de voir. Éventuellement, on utilise, il y a un problème, il y a de la poussière qui masque la vision du centre de la galaxie, mais quand on observe dans l'infrarouge traverse la poussière. Fait qu'on est capable comme ça d'aller photographier les étoiles qui se trouvent vraiment en plein centre de notre Voie lactée. Et on les a photographiées depuis, ça fait 20 ans qu'on les photographie régulièrement, et on a été capable de voir leur mouvement. On voit qu'elles bougent, et on voit qu'il y a quelque chose de vraiment bizarre. Regardez, les étoiles, elles font un tour autour d'une zone invisible ici. Bien, ce point-là ici, on est pas mal, on est convaincu qu'il y a un trou noir de 3 millions de fois la masse du Soleil, qu'on ne voit pas, mais on est capable de voir les étoiles comme ça. Et en calculant la vitesse à laquelle les étoiles vont, on est capable de déduire la masse du trou noir central. Enfin, la voici, notre Voie lactée. Vous allez dire, mais ce n'est pas une vraie photo, ça? Bien sûr que non. On ne peut pas photographier notre Voie lactée, on est dedans. Mais en faisant une cartographie en 3 dimensions, puis en utilisant d'autres photos de galaxies semblables à la nôtre, puis en faisant un photomontage, on a réussi à recréer à peu près qu'est-ce que ça aurait l'air dans notre galaxie vue d'extérieur. Mais il existe des galaxies plus grosses, comme la galaxie voisine de la nôtre, la galaxie Andromède, qui est un petit peu plus grosse. Il existe des galaxies plus petites. Les galaxies sont vues sous différents angles. Des fois, on les voit de côté, des fois, on les voit de face. Elles ne sont pas toutes spirales. Il y en a qui sont aussi plus irrégulières ou juste sphériques. Au 22e étage, on commence à voir non seulement notre Voie lactée, les satellites de notre Voie lactée, qui sont d'autres mini-galaxies. La galaxie d'Andromède, qui est notre galaxie jumelle, si on veut, dans ce qu'on appelle l'amas local. Et en passant, regardez, ça, ce n'est pas à la même échelle, mais M87, la galaxie tantôt que je vous montrais, le trou noir géant, c'est cette galaxie-là. Elle est beaucoup plus grosse que la Voie lactée parce qu'elle est en 3 dimensions. Elle est une sphère, elle n'est pas juste un disque, elle est une sphère. Et le trou noir central a 2000 fois la masse de notre trou noir central. Notre trou noir central a juste 3 millions de fois la masse du Soleil. Le trou noir central a 6 milliards de fois la masse du Soleil dans M87. C'est pour ça qu'il a été plus facile à photographier. On essaye de photographier, comme je vous l'ai montré tantôt, le trou noir de M87. On essaie de photographier les alentours du trou noir de la Voie lactée, mais on n'est pas encore capable, mais ça s'en vient. Ils sont en train de traiter les données pour ça. 10 à la 23 mètres, donc au 23e étage, on commence à voir la structure de l'univers, la distribution des galaxies. Au 24e étage, on voit que les galaxies forment des amas. Et combien il y a de galaxies dans l'univers? Alors, la vidéo ici vous montre un zoom, mais là, on ne va pas zoomer dans le centre de notre galaxie. On va faire exprès de zoomer à l'endroit le plus plat du ciel. On va essayer de trouver un endroit où il n'y a pas d'étoiles rapprochées dans notre galaxie. On va essayer de trouver l'endroit le plus ordinaire, puis zoomer avec le télescope Hubble, puis ensuite accumuler la lumière pendant une centaine d'heures, et on voit apparaître ça. Alors, c'est quoi? Chacun des points ici n'est pas une étoile, c'est une galaxie qui contient des milliards d'étoiles. Et là, maintenant, il se passe quelque chose de complètement impossible. On dirait qu'on se déplace à grande vitesse, comme dans Star Trek, à travers les galaxies. Alors ça, rendu là, ce n'est plus une photo. Ça, c'est une animation, mais c'est une vraie animation. C'est que, croyez-le ou non, on a réussi à trouver la distance de chacune des galaxies en mesurant ce qu'on appelle le décalage vers le rouge, par effet Doppler. Et on a été capable de créer, non seulement on a une photo en 2 dimensions, mais on a été capable de créer la 3e dimension, puis de recréer une carte en 3 dimensions de l'univers. Au 25e étage, chacun des points représente une galaxie, et le code de couleur ici, c'est plus la galaxie est loin, plus elle est rouge. Fait que, il y a du monde qui font ça. Il y a un de mes amis avec qui j'ai fait mon bac à l'Université de Montréal qui travaille dans sa carrière de faire de la cartographie en 3 dimensions de l'univers. Et là, on est à l'échelle de 1, le grand G veut dire milliard, on est à l'échelle de 1 milliard d'années-lumière. Et à cette échelle-là, on arrive aux limites de l'univers. En fait, ici, c'est les galaxies qu'on voit en lumière visible. Mais il existe des télescopes qui observent l'univers dans d'autres longueurs d'onde que la lumière visible, comme par exemple l'infrarouge, mais aussi dans les micro-ondes. Et dans les micro-ondes, si on regarde, si on veut, à travers les galaxies, on voit que le ciel est rempli
d'un rayonnement micro-ondes. Évidemment, il y a notre propre Voie lactée qui nous brouille la vue, hein, parce qu'on est à l'intérieur, le disque de la Voie lactée nous cache une partie du ciel au-delà. Mais c'est incroyable, vu qu'on a plusieurs longueurs d'onde, on est capable de faire un modèle, puis de soustraire l'effet de la galaxie pour voir le ciel tel qu'on le verrait en micro-ondes s'il n'y avait pas la galaxie qui nous brouille la vue. Et ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le rayonnement de fond cosmologique. Des fois, on appelle ça la photo de bébé de l'univers. Ce que vous voyez ici, parce que je ne vous ai pas dit quelque chose de super intéressant par rapport aux galaxies qu'on vient de voir, puis plus on observe un objet lointain dans l'univers, plus on le voit tel qu'il était dans le passé. Hein, vous savez, la lumière ne se déplace pas instantanément. La Lune, on la voit telle qu'elle était il y a 1 seconde. Le Soleil, tel qu'il était il y a 8 minutes. Mais quand on regarde le fond du ciel comme ça, on voit des régions de l'univers telles qu'elles étaient en faisant des calculs, puis on a découvert, évidemment, en trouvant les distances aussi et les vitesses, on a découvert que tout ça est en expansion, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et donc, en reculant comme ça, en regardant le plus loin possible, on voit le fond du ciel, si on veut, et on voit des régions de l'univers telles qu'elles étaient il y a 13,8 milliards d'années. Et ce qu'on voit, c'est uniforme. Ça a l'air picoté ici, c'est qu'on a augmenté le contraste pour faire sortir en rouge des ondes qui sont une partie sur 10 000 plus lumineuses que les ondes bleues. Donc, si on mettait ça au contraste normal, ce serait uniforme. Les couleurs sont fausses, évidemment, vu que c'est des micro-ondes. Mais ce que ça montre ici, si on veut, c'est les grumeaux originels qui ont éventuellement évolué pour former la structure de notre univers, tels qu'ils étaient il y a 13,8 milliards d'années. Donc, ça veut-tu dire que si on les voit tels qu'ils étaient il y a 13,8 milliards d'années, est-ce que ça veut dire qu'ils sont à 13,8 milliards d'années-lumière de nous? Pas tout à fait, c'est un peu bizarre. Ces régions-là de l'univers, on les voit telles qu'elles étaient il y a 13,8 milliards d'années, mais pendant que la lumière nous est parvenue, ces régions-là ont continué à s'éloigner. Ce qui fait qu'elles sont aujourd'hui à peu près 42 milliards d'années-lumière. Et ce qui fait que ce qu'on voit, la zone qu'on est capable de voir, qu'on appelle l'univers observable, a un rayon de 93 milliards d'années-lumière, à peu près 100 milliards d'années-lumière, ce qui nous amène au 27e étage. Et c'est là qu'on est rendu. Maintenant, vous allez dire, OK, mais si je donne la conférence dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce qu'il va y avoir un 28e étage, un 29e étage? J'ai des mauvaises nouvelles pour vous. Le problème, c'est que l'univers, on pense qu'il a commencé il y a 13,8 milliards d'années et que les régions qu'on voit telles qu'elles étaient il y a 13,8 milliards d'années, ça se peut qu'il y ait des régions plus lointaines de l'univers, mais ces régions-là n'ont pas eu le temps de nous... La lumière que ces régions-là émettent n'a pas eu le temps de nous parvenir depuis le début du Big Bang. Donc, c'est sûr qu'on peut attendre des milliards d'années que l'univers soit plus vieux pour voir des régions plus lointaines, mais ce n'est pas une question de technologie qui va nous permettre de vaincre le plafond du 27e étage. Donc, vous allez dire, mais d'abord, pourquoi on construit des meilleurs télescopes? Pour mieux voir ce qu'on peut voir. Mais je pense que c'est quand même pas pire, 43 étages, hein? 15 sous-sols, le rez-de-chaussée, plus les 27. Pour terminer, là, c'est parce que je vous annonçais que c'était un voyage dans l'espace, mais aussi dans le temps. Pour terminer, mais là, on va y aller plus rapidement. Je vais essayer d'y aller dans le temps maintenant, au lieu d'aller dans l'espace. Donc ici, je vous ai donné un aperçu. Mais avant d'aller dans le temps, je veux juste vous faire remarquer quelque chose d'intéressant. Donc, 15e sous-sol, les protons, les neutrons. On commence à observer au microscope électronique au 10e sous-sol, ce qui tombe bien parce que c'est là où se trouvent les atomes. On commence à voir en lumière visible avec les microscopes, comme au laboratoire de biologie, au 7e sous-sol. Au 4e sous-sol, vous êtes capable de le faire tout seul. À partir du 4e sous-sol, jusqu'où on peut se rendre, les êtres humains? Bien, mettons, 7e étage, si vous faites le tour du monde, vous promenez, vous visitez toute la Terre, vous aurez vu globalement explorer un objet de l'ordre de grandeur du 7e étage. Les astronautes d'Apollo ont été chanceux, ils sont rendus au 9e. La sonde la plus loin est au 13e étage. Ne m'attendez pas qu'elle se rende au 14e, c'est un facteur 10. Là. Si ça lui a pris 40 ans et elle n'est pas sortie du 13e étage, ça va lui prendre plusieurs milliers d'années à se rendre au 14e étage, mais éventuellement, elle va s'y rendre. Et on peut voir, à partir du 13e étage, on ne touche pas, on fait juste regarder. Mais c'est quand même incroyable ce qu'on est capable d'aller voir. Fait que ça, c'est notre univers du plus petit au plus grand en
espace, mais en temps. On peut raconter l'histoire de l'univers, vu que plus on regarde loin, plus on voit les choses dans le passé. Comme je vous dis, la photo de bébé, il y a 13,8 milliards d'années, croyez-le ou non, les scientifiques sont capables de modéliser ce qui s'est passé avant la photo de bébé. C'est purement théorique, mais on pense être capable de dire des choses intéressantes là-dessus, mais ce n'est pas mon but aujourd'hui. Ça, cette image-là, je l'ai pris de l'Agence spatiale européenne. Je ne veux pas vous en parler plus en détail que ça, mais ça nous dit que plus on regarde proche, plus on voit les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Et éventuellement, on est capable de voir les amas de galaxies, les galaxies, et évidemment, le plus proche de nous, notre système solaire. Mais je veux partir du 13,8 milliards d'années. 13,8 milliards d'années, c'est presque 10 à la 18 secondes. C'est à peu près moitié moins que 10 à la 18 secondes. Donc, on avait 27 étages, 43 étages en position ou en échelle de grandeur en temps. Partons de 10 à la 18 secondes. Donc, 10 à la 18 secondes, c'est il y a 30 milliards d'années. Il y a 30 milliards d'années, y avait-il quelque chose? C'est une question qu'on n'a pas de réponse. La science n'a pas de réponse. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on observe l'univers, un univers qui, à partir des régions les plus lointaines qu'on observe, on déduit qu'il a gonflé à partir d'un état superdense il y a 13,8 milliards d'années. Malheureusement, on n'est pas capable d'observer quoi que ce soit plus loin, donc avant. Donc, ça reste une région de spéculation et on peut fantasmer aussi sur est-ce que l'univers s'est recontracté avant pour ensuite regonfler. On sait qu'il y a 13,8 milliards d'années, l'univers a commencé et l'univers au début était juste fait d'hydrogène et d'hélium. Il y a des galaxies qui se sont formées, des étoiles et des galaxies. Les grosses étoiles explosent, mais avant d'exploser, elles transforment à l'intérieur de l'hydrogène et l'hélium en éléments lourds. Par exemple, le carbone dans votre corps est produit par cette réaction-là. L'hélium fusionne en beryllium, puis ensuite en carbone. On ne pense pas qu'il y avait de carbone dans l'univers au début, d'après les études les plus récentes, la façon qu'on le comprend. Donc, l'univers a commencé, là, si on est dans le bout de 10 à la 18 secondes, c'est la période d'enrichissement chimique de l'univers. La chimie est créée, finalement, parce que si l'univers était fait juste d'hydrogène et d'hélium, le cours de chimie serait assez rapide. D'autant plus qu'il n'y aurait pas de vie, donc il n'y aurait pas de chimistes. Pas de cours de chimiste, pas d'étudiants. Maintenant, 10 à la 17 secondes, c'est il y a 3 milliards d'années. Il y a 3 milliards d'années, notre système solaire est déjà formé. Il s'est formé il y a 4,5 milliards d'années. Et il se passe quelque chose d'incroyable dans les océans. On n'en connaît pas tous les détails. C'est une des zones incomprises, la plus incomprise de la science en ce moment. Comment les premières formes de vie sont apparues pour éventuellement évoluer. C'est sûr que quand je vous montrais plus tôt dans la conférence les incroyables machines moléculaires qu'il y a dans vos cellules, vous regardez ça, vous dites, mais je ne comprends pas comment ça a pu se former comme ça spontanément. Mais justement, ça ne s'est pas formé spontanément. Ce que vous voyez en ce moment, c'est le fruit de plusieurs milliards d'années d'évolution. C'est comme si un extraterrestre arrive sur Terre, puis on lui montre tout de suite notre petite puce Pentium la plus récente. On regarde ça, puis on dit, on a construit ça. Là, il va dire, ben non. Vous avez des gros doigts. Comment vous avez construit ça? Mais on n'a pas construit ça d'un seul coup. On a construit une première génération de puces, on a utilisé des machines qui ont ensuite construit un peu plus petit. Ces machines-là ont construit un peu plus petit. Donc, c'est une séquence comme ça. Alors, actuellement, malheureusement, la vie, c'est biodégradable. Donc, on n'a pas de vestiges actuellement sur Terre. Des premières formes de vie peuvent évoluer. On a juste les versions super avancées qui ont survécu puis qui ont évolué. Donc, ce n'est pas évident et ça va prendre du temps et beaucoup d'efforts. Peut-être si on peut essayer de les reconstruire en laboratoire, pour qu'on pense ce qui s'est passé, comment on est arrivé, par exemple, aux premières cellules, aux premières zones encapsulées qui ont éventuellement permis la formation de structures plus complexes. Mais ça, c'est juste une animation par ordinateur. Donc, il y a 10 à 17 secondes, on est le début de la vie, puis pendant des milliards d'années, on est à la phase des amibes, donc de structures invisibles à l'œil, pratiquement invisible, et puis, ou carrément invisible. Mais si on arrive il y a 300 millions d'années, il y a 10 à la 16 secondes, alors là c'est plus le fun. Il y a 300 millions d'années, d'abord, il y a 540 millions d'années, il y a eu ce qu'on appelle l'explosion du Cambrien. Tout d'un coup, des formes de vie vraiment complexes et compliquées et visibles, macroscopiques, qu'on peut prendre en photo, sont apparues. Certaines qui n'ont pas survécu, comme on a trouvé des fossiles d'une incroyable crevette à 5 yeux. Elle n'a pas eu de descendants, il n'y a rien que 5 yeux aujourd'hui sur Terre.
C'est le modèle à 2 yeux qui a eu pas mal de descendants, puis qui éventuellement a donné différentes sortes d'animaux. Il y a 300 millions d'années, donc c'est pas encore techniquement un dinosaure, mais on approche des dinosaures. Puis là, 10 à la 16, 10 à la 15, là, on est à 30 millions d'années. Alors là, on a déjà dit bye-bye aux dinosaures parce qu'ils ont été anéantis par un impact d'astéroïde de 66 millions d'années. Et on arrive tranquillement, les mammifères ont pris le contrôle de la planète, se sont mis à se diversifier. Il y a des singes en particulier qui sont apparus et des gros singes qui se diversifient puis qui évoluent chacun de leur côté. On pense que nos ancêtres se sont séparés des ancêtres des chimpanzés il y a à peu près 10 millions d'années, donc au 15e étage dans le temps. Au 14e, il y a 10 à la 14 secondes, on est rendu il y a 3 millions d'années. Il y a 3 millions d'années apparaissaient les premiers êtres capables de marcher debout de manière raisonnable, les australopithèques. On a retrouvé des traces de pas dans la boue fossilisée qui datent de 3 millions d'années. Il y a 10 à la 13 secondes, il y a 300 000 ans, c'est l'invention du feu par nos ancêtres directs, Homo erectus, qui n'étaient pas tout à fait notre modèle actuel d'être humain, mais qui avaient un cerveau, vous voyez, plus petit. En fait, si vous voulez reconnaître un crâne préhistorique, dire c'est-tu notre espèce ou c'est une espèce avant, regardez où sont les yeux. Vous savez peut-être si vous avez pris un cours de dessin que nos yeux sont au centre du visage. On a autant d'espace au-dessus qu'en dessous. C'est une erreur d'ailleurs qu'on fait quand on ne sait pas dessiner. On met le visage puis on dessine les yeux trop haut. Si vous faites un cours de dessin, ils vont dire faites l'ovale du visage, dessinez les yeux au milieu. Mais effectivement, même un Néandertal qui était relativement proche de nous avait moins de front que nous. Et c'est ça, on a un cerveau plus développé, néocortex plus développé. Donc ça, c'était il y a 10 à la 13 secondes. Il y a 10 à la 12 secondes, on arrive en pleine période glaciaire. La dernière période glaciaire, il y avait 2 km de glace au-dessus de Montréal. Mais ailleurs dans le monde, Homo sapiens, notre espèce, l'espèce qui a vaincu et domine la planète aujourd'hui, était en compétition avec Néandertal. C'est l'extinction de Néandertal à cette époque-là. Et on voit apparaître des formes d'art sur les murs des grottes. Il y a 10 à la 11 secondes, là on est rendu à 3000 ans, on est dans la période de civilisation, ce qu'on appelle la civilisation. On commence à avoir des buildings comme évidemment les célèbres pyramides d'Égypte qui ont 5000 ans, là, mais on est dans l'ordre de grandeur de 3000 ans. 10 à la 10 secondes, il y a 300 ans, Isaac Newton, comprend pour la première fois une idée géniale, pourquoi la Lune est en orbite autour de la Terre. Il se dit, si on était sur une montagne, puis on lançait un objet de plus en plus vite, puis qu'il n'y avait pas d'atmosphère pour créer de la friction, éventuellement, on lancerait l'objet à la bonne vitesse pour qu'il tombe, mais vu que la Terre est ronde, il reste à la même distance du sol, il est donc en orbite. Et Newton s'est dit, ça veut dire que les mêmes lois qui nous permettent de comprendre pourquoi une pomme tombe, nous permettent aussi de comprendre pourquoi la Lune est en orbite. Il existe une seule physique qui s'applique partout dans l'univers. Ça a été une des plus grandes, sinon la plus grande réalisation de génie de l'humanité. Là. Et c'est la base du premier cours de physique que vous allez suivre. Il y a 30 ans, c'est incroyable. Notre planète, qui était gelée à l'époque glaciaire, il y a 30 000 ans, notre planète brille la nuit. Et notre planète envoie des choses autour d'elle. C'est pas normal pour une planète, ça, d'envoyer des choses dans l'orbite. Quelqu'un qui verrait ça, il dit hey, la planète brille la nuit et envoie des débris autour. Il y a quelque chose sur cette planète-là. Ben oui, il y a nous. Grâce à Newton, on a compris comment lancer des choses dans l'orbite. Grâce à Maxwell, on a compris comment construire un système électrique et capturer l'énergie d'une chute d'eau à 1000 km au nord de Montréal, puis la transformer en lumière dans l'auditorium. Il y a 10 à la 8 secondes, s'il y a 3 ans, vous étiez au secondaire, dans 3 ans, vous serez à l'université. C'est un moment charnière dans votre vie. C'est là où vous allez décider ce que vous allez faire. Ou peut-être qu'éventuellement, vous allez changer d'idée, mais c'est vraiment un moment où vous devez explorer votre univers, vous poser des questions, vous dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fascine, qu'est-ce que j'aimerais étudier. Moi, c'est ça. Il y a 50 ans, j'avais 5 ans. Et ma mère me réveillait le soir des fois parce que c'était pas à la bonne heure, là, pour me montrer l'émission Apollo à la télévision. C'est mes premiers souvenirs.
Ça a vraiment marqué ma vie, là. J'ai été fasciné par l'espace, puis je savais que je voulais étudier là-dedans, étudier en astrophysique. C'est ça que j'ai fait éventuellement. Fait que là, je vous ai montré notre univers, du plus petit au plus grand. J'espère qu'il y a des choses qui ont... C'est sûr que c'est rapide, je ne pouvais pas rentrer dans tous les détails, mais c'était une sorte de survol. Probablement des choses que vous saviez déjà, d'autres que vous n'avez jamais entendu parler. Mon souhait, c'est que vous ayez trouvé quelque chose de fascinant, ou plusieurs choses de fascinantes, que vous voulez aller explorer à fond, puis trouver peut-être votre place à l'intérieur de ce grand univers à explorer. Merci.